de l'éducation à l'ESN pour parler de ce qui était, de ce qui est toujours d'ailleurs un petit peu son sujet de prédilection qui était la sanction, la justice et la justesse de la sanction, de la punition, l'autorité, tout ce qui était de l'autorité. Monsieur Préra, après avoir enseigné la philosophie aussi, puis les sciences de l'éducation comme maître de conférence à l'IUFM, il enseigne aujourd'hui à l'université Nancy 2. Et il est aussi membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, il a publié un certain nombre, il vous les présentera très certainement dans au moins une, sa dernière publication. Il a publié, en l'occurrence, bien sûr sur les sujets que je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'école en devenir, l'école en débat, c'était il y a déjà longtemps, mais c'est pourtant en fait une de mes références, c'est en 2000, c'est pas si vieux que ça quand même, puisque pour ceux qui préparaient aussi quelques concours, parfois c'était quelques littératures intéressantes à avoir, mais c'était aussi en 2011, donc l'autorité éducative, le déclin, l'érosion, métamorphose, à la presse, toujours à la presse universitaire de Nancy. On va pouvoir vous entendre sur le sujet qui complète celui de ce matin, qui est aujourd'hui le pari déontologique pour l'enseignement. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier bien évidemment Monsieur le recteur, également Monsieur l'inspecteur Jeanneret, Madame la proviseure pour son accueil. Et je vous avoue que j'ai un petit peu délibéré pour savoir si j'allais tomber l'imperméable ou non avant de commencer. Et par mesure de prudence, finalement, je me suis décidé à le garder. Le 25 mai dernier, dans le cadre des grands rendez-vous culturels et scientifiques du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Claude Bisson-Vert, doyen du groupe établissement et vie scolaire de l'inspection générale, me soumettait une série de situations de classe, une série de situations d'établissement, en me posant la question suivante: où est l'éthique professionnelle dans ces situations? Et j'ai essayé, dans le temps qui m'était imparti et qui était relativement bref, de répondre de la manière la plus précise possible, et j'ai conclu mon propos en disant que l'heure était sans doute venue de passer d'une déontologie professorale qui est partiellement dite, partiellement explicitée, partiellement énoncée, à une déontologie vive, manifeste, existant sous la forme d'un texte public, connu et revendiqué de surcroît par les professionnels. C'est cette idée que je voudrais reprendre avec vous cet après-midi, d'où le titre de mon propos, le titre de ma conférence, le pari déontologique. Alors il y a, reconnaissons-le, beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension à propos de cette idée déontologique, et donc je vais tenter m'attacher à dissiper de la manière la plus méthodique qui soit ces confusions et ces incompréhensions. Mais je voudrais également montrer que l'idée déontologique participe de la réaffirmation laïque et républicaine de notre école. Et c'est aussi, d'ailleurs, une des principales conclusions du rapport sur l'enseignement laïque de la morale à l'école, que je cite: « Si à cette éthique enseignante est associée une déontologie explicite, on a là les conditions pour stimuler le sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle et les moyens de faire en sorte que la morale ne soit pas seulement la morale à l'école, mais la morale de l'école. » Alors, je voudrais, si vous permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet, faire 4 remarques liminaires, 4 remarques introductives. Première remarque liminaire, première remarque introductive: les insuffisances d'une éthique négative.
Dans le milieu des années 90, au moment où je travaillais sur la question de la sanction, il me semblait, comme à beaucoup d'enseignants d'ailleurs, que l'éthique professorale ne pouvait être qu'une éthique négative, que l'on pouvait résumer par la formule hippocratique primum non nocere, tendre à ne pas nuire. Et cela pour une raison, voyez-vous, très simple, c'est que le bien de l'élève, ça me semblait une idée improbable, une idée impossible, une fiction. La quête du bien de l'élève, c'est un peu la quête du Graal, cette affaire-là. Et donc, à défaut de pouvoir penser positivement une éthique, il me semblait qu'on pouvait au moins se mettre d'accord sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de choses à ne pas faire. D'où l'idée d'une éthique négative. Et il m'est apparu avec le temps qu'une telle conception négative n'était pas suffisante pour faire face à des situations qui sont de plus en plus complexes. Qu'une telle conception négative ne pouvait suffire dans des univers professionnels où les tâches, les rôles sont de moins en moins prédéfinis. Qu'une telle conception négative ne permettait pas de faire corps. Seconde remarque liminaire, seconde remarque introductive, éthique, morale, déontologie. Il n'est guère pertinent de distinguer l'éthique de la morale. Les années 80, adossées à deux grandes figures tutélaires de la philosophie française, Éric Weil et Paul Ricoeur, ces années 80 s'étaient évertuées à distinguer l'éthique et la morale, renvoyant la morale du côté de la norme, du côté de la prescription, la morale devant répondre à la question « que dois-je faire ? Que devons-nous faire ? Quels sont nos devoirs ?» et orientant l'éthique du côté de la quête de la vie bonne, du côté de la quête d'une vie heureuse et réussie. Je rejoins Ruven Augien, Monique Cantos-Perber, Alain Renaud, Michaela Marzano, Jean-Cassien Billier et bien d'autres philosophes moraux qui sont nos meilleurs philosophes moraux pour dire qu'il n'est ni utile ni probant au plan heuristique de distinguer l'éthique de la morale. La morale, c'est l'éthique, c'est la morale, et après tout, moralia moralis n'est jamais que la traduction latine du grec ta etika. L'éthique, c'est la morale, c'est l'éthique, et ça engage essentiellement notre rapport à autrui. Ce qu'il faut faire, pour dire les choses simplement, pour traiter de manière respectueuse et attentive autrui. Prenons comme définition liminaire de l'éthique ou de la morale, cette définition-là, une manière attentive et respectueuse de se rapporter à autrui. En revanche, il importe de distinguer l'éthique, la morale et la déontologie, qui, elle, précise le cadre général, précise les modalités éthiques, techniques, juridiques de l'intervention d'un professionnel. Donc la déontologie, vous le voyez, est beaucoup plus ample que l'éthique professionnelle. Mais nous verrons tout à l'heure qu'elle est liée. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus ample que l'éthique professionnelle, mais elle ne l'abolit pas. Bien au contraire. À titre d'exemple, la déontologie médicale ne fait jamais faire l'économie de la délibération éthique à un médecin dans une situation difficile. Bien au contraire, on pourrait dire que l'éthique professionnelle du médecin et le cadre déontologique et le cadre de déontologie médicale sont les deux bornes d'un même arc moral. Troisième remarque liminaire, déontologie cachée, déontologie vive. Toute profession a une déontologie. Toute profession a une déontologie. Un ensemble de règles, de recommandations, de protocoles qui l'organisent. Mais cette
déontologie n'est pas toujours et nécessairement explicitée, objectivée, manifeste. D'un mot, elle n'existe pas nécessairement sous la forme d'un texte public. Et donc la question n'est pas de savoir si l'on doit passer de l'éthique au déontologique, ce qui, à strictement parler, vous l'avez compris, n'a pas grand sens. La question qui est aujourd'hui la nôtre est de savoir s'il est éthiquement pertinent et professionnellement utile de passer d'une déontologie qui est partiellement énoncée, partiellement dite, partiellement explicitée, à une déontologie vive, manifeste, pleinement énoncée. Et en ce qui me concerne, il ne fait aucun doute qu'il est utile et pertinent de passer d'une déontologie partiellement explicitée à une déontologie manifeste, vive, objectivée. Quatrième et dernière remarque liminaire, l'urgence d'une réflexion éthique et déontologique. Urgence tout d'abord parce que la professionnalisation des métiers de l'enseignement et d'éducation, initiée au début des années 90 avec la naissance des instituts universitaires de formation des maîtres, s'est pensée dans l'oubli quasi complet des questions d'ordre éthique et déontologique. Lorsque j'entre à l'UFM de Lorraine, au début des années 90 comme jeune professeur, la grande querelle, qui est quasiment une querelle théologique, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est de savoir comment on va distinguer le didactique du pédagogique. La professionnalisation des enseignants s'est pensée sous le seul signe de la technicité pédagogique. Et je voudrais prendre un exemple tout à fait emblématique de cette réduction de la formation à des aspects techniques. La question de l'évaluation. Pendant 3, 4, 5 décennies, les deux grands problèmes qui ont été liés à la question de l'évaluation étaient la question de la pertinence et la question de l'objectivité. La question de la pertinence, quand j'évalue de cette manière, est-ce que j'évalue bien ce que je prétends évaluer ? Quand j'évalue de la sorte, est-ce que j'évalue bien les compétences que je pense évaluer? Est-ce que mon évaluation est pertinente? Et puis, objectivité, comment peut-on réduire la part de subjectivité dans la pratique évaluative? Alors, ces questions ont un intérêt et nul ne le conteste. Le problème, c'est que le soir, devant sa pile de copies, le professeur, ou devant sa pile de cahiers, si c'est un professeur des écoles, il se pose d'autres questions. D'autres questions. Plus simples. Beaucoup plus simples. Et peut-être, paradoxalement, beaucoup plus profondes. Est-ce que je ne dois pas prendre en compte l'effort méritoire et répété de Paul dans l'évaluation de son travail? Ou est-ce que je dois m'en tenir à son seul travail qui est sous mes yeux? Est-ce que je ne peux pas être momentanément plus clément avec tel élève qui est dans une grande souffrance? Est-ce que je ne dois pas très légèrement surnoter Paul si je ne veux pas qu'il décroche complètement parce que ça va être sa 5e mauvaise note de suite? Comment être objectif? Non. Comment être juste et bienveillant en même temps? Voilà le dilemme. Il n'est pas technique, il est éthique. On ne peut penser la professionnalisation enseignante en dehors de toute considération d'ordre éthique. C'est une évidence, mais comme beaucoup d'évidences, elle nous échappe, elle nous aveugle. Urgence enfin parce qu'il est tout à fait pertinent de réaffirmer un projet d'éducation civique et morale avec force, projet dont on peut énoncer très facilement les valeurs cardinales, liberté, égalité, tolérance, laïcité,
esprit de justice, respect, absence de discrimination. Voilà le socle axiologique, les valeurs constitutives de la morale scolaire contemporaine. Or, cette morale à l'école doit aussi être la morale. Cette congruence, c'est la condition même de réussite du projet. Alors, je me propose d'intervenir en 4 moments. Dans un premier moment, et assez brièvement, je voudrais répondre à la question « Qu'est-ce qu'une déontologie professionnelle ?» Dans un second temps, je présenterai les bénéfices que procurerait notamment aux professionnels l'adoption d'une déontologie vive, existant sous la forme d'un texte public, connu. Et je m'intéresserai aux bénéfices pour les seuls enseignants, pour les questions de temps, mais je crois que c'est d'abord eux, paradoxalement, qu'il faut aujourd'hui convaincre. Et donc, dans ce second moment, je parlerai en termes d'intérêt, en termes d'utilité. Dans un troisième moment, je souhaite réfléchir à la forme que pourrait prendre une déontologie enseignante, et j'avancerai l'idée de minimalisme déontologique. Et puis, dans un quatrième temps, qui sera un temps conclusif, je voudrais faire retour sur ce lieu qu'est l'école pour tenter de répondre à la question « Où sommes-nous lorsque nous sommes à l'école ?» Dénour Vidard a déjà avancé un certain nombre d'éléments ce matin en parlant de ce lieu qui est à l'abri des pubs idéologiques. Je voudrais donc faire retour sur cette question « Où sommes-nous lorsque nous sommes à l'école ?» convaincu que la préservation de l'autonomie et de la spécificité du lieu scolaire, car c'est un lieu spécifique, passe aujourd'hui par l'assomption d'une éthique professionnelle claire. Mieux, passe par l'assomption d'une déontologie publique pour les corps qui travaillent à l'intérieur de l'institution scolaire. Voilà 4 moments donc. Qu'est-ce qu'une déontologie professionnelle ? Très brièvement. 2, quels bénéfices pour les professeurs? 3, quelle forme pourrait prendre cette déontologie? Et enfin, quelques mots de conclusion sur la spécificité de ce lieu qu'est l'école. Alors j'en viens sans plus tarder à la première partie, au premier moment de mon propos. Qu'est-ce qu'une déontologie professionnelle? Et il faut bien reconnaître que la prolifération des codes de bonne conduite, des chartes en tout genre, des listings de tu dois et de il faut, notamment dans le commerce, à l'initiative des employeurs, à l'initiative des donneurs d'ordre, dans la perspective quasi exclusive de surveiller et d'assujettir les salariés, est en train de déformer, d'obscurcir et pour tout dire de polluer la belle idée déontologique. Alors rappelons qu'une déontologie a pour objectif d'inventorier à l'initiative des professionnels, eux-mêmes, à l'initiative des professionnels, les règles, les recommandations, les protocoles, les usages auxquels ils entendent se soumettre. Une déontologie consiste à inventorier les règles et les usages auxquels on entend se soumettre dans l'exercice de son activité professionnelle. Mais je crois que nous comprenons vraiment ce qu'est une déontologie professionnelle, que si nous complétons cette définition qui est laconique, un peu sèche, mais vous le savez, toutes les définitions ont cette propension à la sécheresse, au laconisme. Si nous complétons donc cette définition par une réflexion sur les fonctions, à quoi ça sert une déontologie? Quelle grande fonction remplit déontologie dans une profession? Une déontologie, voyez-vous, remplit 3 grandes fonctions dans une profession. Elle a tout d'abord une fonction identitaire.
Et en ce sens, vous allez voir que ça dépasse de loin le seul enjeu de l'éthique professionnelle. Elle a une fonction identitaire. Une déontologie est toujours un texte qui, in fine, tente de répondre à la question « quid ?» Qu'est-ce ? Qu'est-ce que prodiguer des soins pour un médecin ? Qu'est-ce qu'informer pour un journaliste ? Qu'est-ce que bâtir pour un architecte ? Qu'est-ce qu'enseigner aujourd'hui dans l'école laïque de la République ? Qu'est-ce qu'enseigner aujourd'hui dans une société de la connaissance ? Une déontologie participe à la définition d'une identité professionnelle. Engager la réflexion, engager le débat sur la déontologie d'une profession, c'est inévitablement engager le débat sur le sens et les enjeux qui structurent cette profession. La déontologie participe à la définition d'une identité professionnelle. Et vous voyez, de ce point de vue-là, elle excède largement la seule question de la morale professionnelle. Deuxième grande fonction, elle a une fonction d'aide et d'organisation, une déontologie. Elle est là pour organiser un corps, pour organiser un groupe de professionnels en lui donnant des points de repère pour décider, s'engager dans l'action, s'orienter, et notamment s'orienter dans des contextes qui sont des contextes de travail brouillés, qui sont des contextes de travail difficiles. Une déontologie n'a pas vocation à être bavarde, à parler de tous les aspects d'un métier, d'une profession. Une déontologie n'est pas une réglementation professionnelle. Ne confondons pas une déontologie et une réglementation professionnelle. Une déontologie est là, donc, pour faciliter la décision et guider l'action dans des situations qui ne vont pas de soi, ou dans des situations qui ne vont plus de soi. Enfin, troisième fonction, elle a une fonction de moralisation. Et là, nous retrouvons l'enjeu d'éthique professionnelle. Elle a une fonction de moralisation. Parce qu'il y a des pratiques professionnelles qui sont illégitimes. Il y a des pratiques professionnelles qui sont douteuses. Il y a des pratiques professionnelles qui sont inacceptables. Et d'autres, à l'inverse, qui sont recommandables. Dans toute profession, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans toute profession. Et vous savez, la sociologie de profession saxonne accorde le terme de profession aux activités professionnelles qui sont capables de formuler elles-mêmes leurs normes morales. La grande distinction dans la sociologie anglo-saxonne des professions, la grande distinction entre profession et occupation, c'est que profession, elle est capable de se donner à elle-même la morale de sa pratique. La noblesse d'une profession réside précisément là, dans la capacité qu'elle a à se donner des normes morales, constituant la morale même de sa pratique. Dès lors, vous voyez qu'une déontologie, dans sa dimension éthique, ce qui est une partie seulement, ce qui est une partie, sert ici de point d'appui, de béquille pour soutenir l'autonomie morale du professeur. Elle apparaît, pour reprendre une formule de Winnicott, comme un environnement de facilitation. C'est un environnement d'aide, on pourrait dire également. En tout cas, et je voudrais terminer mon premier moment, ma première partie de la sorte, il n'y a rien de plus étranger à l'idée déontologique, il n'y a rien de plus étranger que l'idée d'un cadre qui serait dans une sorte d'apesanteur sociopolitique et qui d'un pur dehors viendrait administrer, régler, légiférer des pratiques professionnelles qui, elles, seraient éminemment fluentes, mobiles et changeantes. Il n'y a rien de plus étranger à l'idée déontologique que l'idée de cette extériorité, sorte de main invisible,
qui organiserait les pratiques professionnelles. Rien n'est plus étranger quand on s'intéresse aux questions de déontologie dans différentes professions que cette idée d'une extériorité organisatrice. Second moment, et j'en viens maintenant donc aux bénéfices que procurerait notamment aux professionnels l'adoption d'une déontologie vive. Je voudrais m'en tenir à 5 bénéfices, 5 raisons, 5 arguments. On pourrait en trouver plus, mais je voudrais m'en tenir aux arguments les plus sérieux en faveur de la thèse déontologique, qui sont des arguments qui découlent d'une précompréhension de ce que sont aujourd'hui en train de vivre les professionnels de l'enseignement dans les établissements scolaires. Premier argument, premier bénéfice, réaffirmer la cohésion du corps professoral. Réaffirmer la cohésion du corps professoral. L'appartenance à une profession, à un corps, devient délicate, difficile, problématique, lorsqu'elle repose de moins en moins sur un ensemble d'habitus partagés, c'est-à-dire sur un ensemble de règles de perception et d'action qui sont internalisées, qui sont incorporées, qui sont endogénéisées. Lorsqu'il devient difficile de faire pont sur un implicite commun, sur un implicite partagé, alors les relations exigent d'être explicitées. Les relations exigent d'être médiatisées. Nous n'avons plus nécessairement les mêmes convictions politiques, les mêmes convictions culturelles. Nous n'avons sans doute plus tout à fait les mêmes conceptions pédagogiques, didactiques. Le corps professoral est à l'image de la société plurielle. Et comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'il devient difficile de faire fond sur un implicite commun, alors le sentiment d'appartenance à une profession se fait par une adhésion, par une allégeance à quelques grands principes. C'est un paradoxe sociologique qui est bien connu. Plus nous sommes indépendants, plus nous sommes différents, plus nous avons besoin de règles. C'est un paradoxe qui semble avoir échappé au grand Durkheim, mais qui est aujourd'hui un paradoxe très commun en sociologie. C'est la dialectique, on pourrait dire, de l'endogène et de l'exogène, de l'habitus et de la règle. Moins il y a d'habitus, plus il faudrait. De l'implicite et de l'explicite. Plus l'implicite se rétrécit entre nous, plus il faut parfois expliciter des choses. Voilà, premier argument. Adopter une déontologie vive permettrait de réactiver le sentiment d'appartenance à une profession et par-delà la réactivation de ce sentiment d'appartenance permettrait de réaffirmer l'unité du corps professoral autour de quelques grands principes annoncés et partagés. Seconde raison, second argument, offrir une garantie juridique. Nous sommes, comme le dit mon collègue Joël Roman, dans une société de plaignants aujourd'hui. C'est-à-dire dans une société où l'on aime se plaindre et où l'on aime porter plainte. Il tente à exister une forme d'incrimination juridique virtuelle. Je renvoie aux travaux de Madame la médiatrice sur la juridisation des rapports des professionnels de l'école avec leur dehors. Alors, en quel sens une déontologie représenterait une garantie juridique? On peut avoir le sentiment que le côté très formel d'une déontologie professionnelle, que l'aspect extrêmement formel d'un code de déontologie serait faire un pas de plus dans la logique de juridisation qui travaille nos sociétés. C'est précisément tout le contraire qu'il faut penser. C'est précisément tout le contraire qu'il faut penser.
c'est qu'en définissant, voyez-vous, la compétence en termes d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat. C'est-à-dire en disant, dans telle situation, attention, il faut s'abstenir de faire ça. Dans telle autre, il vaut mieux faire ça. Ou encore, dans celle-ci, il est recommandé d'engager tel dispositif. Une déontologie travaille à distinguer l'échec de la faute. Une déontologie permet précisément de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la négligence, de la malveillance, donc de la faute professionnelle, et puis ce qui relève des circonstances, de l'imprévisible, de la malchance. Bref, elle permet de dissocier la faute professionnelle des aléas malheureux qui sont inhérents à toute action. Se prémunir contre la poussée judiciaire, c'est maintenir aussi étanches que possible les catégories de l'échec. La logique déontologique là est tout à fait opposée à la logique assurantielle, qui, elle, est une logique qui ne cesse de vouloir effacer ce qui distingue l'échec de la faute, qui travaille précisément à organiser une forme de continuum de l'échec jusqu'à la faute, avec cette fameuse catégorie de la prise de risque indu. Voilà le chaînon manquant qui permettrait de passer de l'échec à la faute de manière irréversible. La logique déontologique travaille à maintenir aussi séparé que possible l'échec de la faute. Et c'est notre seul levier, à nous, professeurs, pour résister à la judiciarisation ambiante. On ne peut pas appuyer sur les freins de la judiciarisation. Où sont-ils? On n'en sait rien. La seule manière de résister, il faut bien en être conscient, c'est précisément de pouvoir très clairement distinguer ce qui est de l'ordre de l'échec et ce qui est de l'ordre de la faute professionnelle. Troisième raison, réaffirmer la réaffirmation statutaire. L'analyse part d'un constat partagé qui est la perte de crédit du statut dans les sociétés de l'évaluation. Le statut, il y a encore peu, garantissait, a priori, la qualité des pratiques à venir. Être titulaire, c'était savoir-faire. En tout cas, c'était perçu de la sorte. Être titulaire, c'était savoir-faire. Le titre était perçu comme une garantie indiscutable de compétence, comme le gage de performance à venir. Le statut n'immunise plus le soupçon contre la critique, voire contre le discours réprobateur de l'incompétence. Dès lors, les professionnels de l'enseignement et de l'éducation que nous sommes dans une situation proprement inédite, puisque nous sommes dans l'obligation réitérée de faire nos preuves. Nous devons signifier de manière ostentatoire et continue que nous sommes compétents. Une déontologie permet précisément de réarticuler statut et compétence. Elle ressoude statut et compétence. C'est une arme anti-soupçon, parce qu'elle repose sur l'attestation, sur la mise en œuvre dans une extériorité visible d'un certain nombre de pratiques qui sont à certains moments légitimement attendues. Une déontologie donne cohérence, consistance à un corps en donnant cohérence et visibilité à ses réponses. Quatrième argument, et avant-dernier argument, la nouvelle légitimité de l'école. La légitimité de l'école a changé. En 3, 4, 5 décennies, c'est extrêmement difficile à dater. Il n'y a pas de moment de basculement. C'est un processus qui se fait de manière assez vite, rétrospectivement, quand on va regarder, parce que ça s'est fait en 3, 4 décennies, cette affaire-là, mais ça s'est fait lentement. Il y a un changement de la légitimité de l'école. Certains sociologues, je pense à François Dubé, parleraient plutôt d'un déclin de la légitimité de l'école,
j'incline à penser qu'il y a plutôt une transformation de la légitimité de l'école plus qu'un déclin de la légitimité des écoles. On peut évidemment en discuter, c'est une analyse que je livre. La légitimité de l'école a changé. Et j'avais affirmé cette thèse au début des années 2000 dans la revue Esprit, et j'avoue que je ne change pas la moindre virgule de ce que j'avais pu dire à l'époque. Je ne retranche aucun mot. Nous sommes passés d'une légitimité institutionnelle à une légitimité mixte, mi-institutionnelle, mi-fonctionnelle. Je m'explique sur ce glissement, qui est un glissement majeur. Ce que j'appelle légitimité institutionnelle, c'est tout simplement l'idée que les deux grandes missions de l'école républicaine, car l'école républicaine a deux grandes missions: transmettre des savoirs, transmettre une culture, transmettre un patrimoine symbolique, un héritage intellectuel, et puis former l'homo politicus, former le citoyen, celui qui va mettre son grain de sel et son grain de sable dans le débat public et politique. Ces deux grandes missions suffisaient jadis à garantir l'école. La grandeur, la beauté de ces deux missions suffisait à garantir l'institution scolaire. Et la manière dont l'école s'y prenait pour assumer ces deux grandes missions était plutôt l'objet d'un regard lointain, distant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'école doit dire quel est son projet d'établissement. Pourquoi en collège on a mis les germanistes tous ensemble dans la 4e 2 ? Quelles sont les procédures disciplinaires en usage ? Quels sont les résultats au baccalauréat, au brevet et bientôt aux évaluations de l'école primaire? Nous glissons vers une légitimité mixte, mi-institutionnelle, mi-fonctionnelle, qui appelle au niveau des professionnels une lisibilité déontologique. Quels sont les droits et les devoirs du chef d'établissement? Quels sont les droits et les devoirs du CPE? Quels sont les droits et les devoirs des professeurs? La légitimité de l'école a changé. Et on peut rêver tous les retours que l'on veut en arrière, simplement quand on rêve, on ne pense pas. Il n'y a pas de retour, me semble-t-il. Car ce qui arrive à l'école arrive à toutes les institutions de la République. La police, belle mission la police, protéger les biens, protéger les personnes. Comment elle s'y prend, la police, pour s'acquitter de ses missions? L'hôpital, très bien, soulager des souffrances, guérir. Comment il s'y prend, l'hôpital, pour s'acquitter de ses missions? Ce qui arrive à l'école arrive à toutes les autres institutions. Alors on peut avoir une lecture positive de ce qui arrive et dire c'est l'esprit critique qui a gagné la partie. Donnez-nous des preuves, montrez-nous. On peut aussi avoir une lecture tout à fait négative et dire que nous sommes dans un processus de défiance accéléré à l'égard des institutions de la République. Et quelle que soit la lecture, vous voyez, que l'on choisit, on est dans une situation où on a à donner des gages de confiance. Cinquième et dernier argument, revitaliser le pacte de confiance école-famille. On ne compte plus les commentaires, les analyses, les enquêtes sociologiques qui soulignent les crispations, les tensions qui contaminent la relation parent-enseignant. Le mot consacré de Mérieux-Adubé est celui de malentendu. Relation nourrie de méfiance, d'accusations réciproques. Or, l'école républicaine a besoin des familles pour réussir sa mission d'éducation civique et morale. Car c'est dans la famille que se jouent les premières transmissions. Transmission décisive. Et c'est ce qui est rappelé d'ailleurs dans le projet
d'enseignement moral et civique. C'est pratiquement la première phrase. L'éducation morale n'est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l'école, elle commence dans la famille. Il faut bien comprendre que la société civile ne peut exiger à elle seule, de l'école qu'elle garantisse à elle seule les conditions du vivre ensemble. Elle ne peut, la société civile, investir l'école d'une mission aussi importante tout en participant dans le même moment, de manière quasi continue, à la contestation publique de son autorité morale. L'idée déontologique, vous voyez, c'est une manière originale de renouer le dialogue, car elle consiste à dire, voilà ce qui est de notre ministère, voilà ce sur quoi on s'engage, voilà ce sur quoi on est prêt à répondre, sous-entendu en creux, et vous, que faites-vous, parents? L'idée déontologique prend l'initiative, c'est sa force. Au moment où elle invite au dialogue, elle a déjà fait le premier pas. Voilà 5 arguments qui me semblent être aujourd'hui, là, au nouveau contexte de travail et à la situation sociopolitique générale, qui me semblent militer en faveur d'une déontologie. Réaffirmer l'unité du corps professoral, je parle ici de déontologie à l'usage des professeurs, mais on pourrait parler d'une déontologie pour les chefs d'établissement ou d'une déontologie pour les CPE. Il y aurait sans doute des parties communes entre ces 3 déontologies, mais elles seraient à l'évidence distinctes, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes tâches et les mêmes fonctions. Donc, réaffirmer l'unité de la profession. 2, offrir une garantie juridique. 3, réaffirmer l'autorité professorale. 4, donner des gages de confiance. Et enfin 5, revitaliser le nécessaire pacte de confiance école-famille. Voilà les principales raisons, me semble-t-il, qui militent aujourd'hui en faveur de l'introduction d'une déontologie publique dans le corps professoral. Quelle forme, plus brièvement, quelle forme donner à une déontologie enseignante? La seconde partie de mon propos avait une coloration plutôt sociologique. J'ai parlé en termes d'intérêt, en termes d'utilité. Cette partie va avoir plutôt une tonalité philosophique. Et je voudrais avancer l'idée de minimalisme déontologique. Alors, l'idée de minimalisme moral, ou de morale minimale, qui a notamment été avancée par un philosophe qui s'appelle Ruménogien, et qui a connu un grand succès avec la publication notamment de son ouvrage L'éthique aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. On pourra en reparler du minimalisme moral, si vous voulez. C'est l'idée qu'il ne faut pas identifier la morale complètement à l'ensemble des mœurs, donc de ne pas faire de la morale quelque chose qui est coextensif aux mœurs, et donc de rétrécir la morale. C'est une perspective déflationniste en morale. Donc, je ne parlerai pas de minimalisme moral, j'avance ici une autre idée, qui est celle de minimalisme déontologique. Alors, peut-être il faut rappeler qu'une profession, ce n'est pas une association. C'est pas un rassemblement volontaire de personnes, une profession. C'est pas une communauté. C'est pas un groupe de personnes qui a la même conception du bien. Une profession, c'est un groupe de professionnels qui revendiquent une utilité publique. Ce qui fait le centre de gravité d'une profession dans un univers sécularisé, dans un univers moderne, pour dire les choses simplement, ce n'est pas la convergence des vocations, c'est la revendication partagée d'une utilité publique. Une profession est une communauté pratique. C'est une communauté d'action. Alors, en ce sens, une déontologie enseignante
devrait, dans son préambule ou dans son premier chapitre, énoncer les missions qui incombent aux enseignants. Elle devrait également réaffirmer les valeurs de la République, réaffirmer la valeur centrale du principe de laïcité. Mais ce que j'appelle minimalisme déontologique est une déontologie qui possède 3 caractéristiques. Première caractéristique, c'est une déontologie qui enfermerait un nombre restreint de normes et de règles. Pas trop de normes, pas trop de règles. Elle obéirait à un principe de sobriété normative. Pas trop de règles. Qui serait distinct en ce sens du principe de parcimonie normative. En philosophie morale, il y a un principe qui est celui de parcimonie normative et qui se déduit de l'affirmation selon laquelle il est inutile et S-O-T, imbécile, d'interdire à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Oui, évidemment, si c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il est très probable qu'il ne le fera pas. Donc à quoi bon lui interdire de faire ce qu'il n'a pas envie de faire? De même qu'il est inutile et sot d'obliger les gens à faire ce qu'ils aiment faire. Donc vous voyez le principe de parcimonie normative en philosophie morale, c'est un principe qui consiste à dire non aux normes inutiles. C'est une raison logique qui est à son fondement. Ce qui est au fondement de mon principe de sobriété normative, c'est pas une raison logique, c'est une raison pratique. C'est que trop de normes rendrait le code peu maniable. Trop de normes tue la norme. Trop de normes rendrait la charte déontologique ou le code de déontologie. N'ayons pas peur des mots, le mot code ne me fait pas du tout peur. Je sais qu'il renvoie dans l'imaginaire un code pénal et ça fait très peur, mais appelons les choses comme elles sont. Vous savez, quand je commençais à travailler de sanctions, les collègues canadiens me disaient c'est mieux conséquence. C'est-à-dire de dire, bon, la conséquence, c'est comme si ça arrivait de manière immanente, sans qu'il y ait l'intervention extérieure d'un sanctionneur ou d'un punisseur. Un peu comme la sanction naturelle chez Rousseau. Il mange trop, il va être malade. Finalement, l'éducateur, il n'a rien à faire. La sanction arrive toute seule. Non, donc le mot de code ne me fait pas peur. Code ou charte. Donc, un principe de sobriété normative, trop de normes le rendrait peu maniable, ce code de déontologie. Seconde caractéristique, il n'enfermerait pas d'obligations extravagantes, mais des obligations que tout un chacun pourrait raisonnablement accepter. Ce qui est en jeu ici, c'est la stabilité du code. Stabilité qui est plus une vertu des systèmes, vous l'avez remarqué, qu'une vertu des personnes. La stabilité occupe une place majeure dans la philosophie de Rawls. Rawls, c'est un des ténors de la philosophie du XXe siècle. Si on veut en réduire le mérite, on va dire que c'est un ténor de la philosophie politique. C'est l'auteur d'une célèbre théorie de la justice. Et Rawls dit « Des institutions justes sont stables quand elles peuvent faire l'objet d'un consensus et lorsqu'elles permettent d'acquérir un sens suffisant de la justice. » Faire acquérir un sens suffisant de la justice. Une déontologie doit travailler à faire acquérir un sens suffisant de la morale. Elle ne nous dit pas que les professionnels vont être des saints, si je peux me permettre de parler ainsi, mais qui vont être suffisamment moraux dans l'exercice de leur profession. Une déontologie de travail est une réponse, je dirais, aux défis du temps, défis professionnels. Ne mésestimons pas ces défis. Le défi du temps, durer dans une profession. On a beaucoup réfléchi sur l'entrée dans le métier, il faudrait que nous réfléchissions aujourd'hui sur tenir dans le métier. Enfin, troisième caractéristique, c'est qu'une déontologie ferait silence, une déontologie enseignante sur deux choses, sur les raisons de l'entrée dans le métier et sur la figure du maître idéal, sur la figure du professeur idéal. C'est un paradoxe des déontologies modernes d'être structurées à partir d'un lieu vide, d'un silence.
Mais alors vous me direz, pourquoi faire silence sur la figure du professeur idéal? C'est pas étonnant cette affaire-là, n'est-ce pas contradictoire? Pourquoi une déontologie devrait faire taire l'idéal? Parce que, voyez-vous, la fiction du maître idéal, du professeur idéal, barre la route à l'idée de bonne pratique. Et n'ayons pas peur des bonnes pratiques. Dans toutes les professions, il y a des bonnes pratiques. Dans le métier d'enseignant, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques enseignantes. Et les bonnes pratiques enseignantes, ce sont les pratiques qui font progresser les élèves. Toutes les méthodes, les manières de faire ne se valent pas du point de vue de l'apprentissage et qui, en même temps, sont des pratiques qui sont facilement socialisables, facilement partagées par le corps. Elles sont par définition socialisables. Une bonne pratique n'est jamais une pratique aristocratique. Ce n'est jamais une pratique qui est réservée à quelques-uns. Et il y a des bonnes pratiques éducatives aussi, qui expriment les valeurs de justice, de respect, d'exigence, et qui dans le même moment expriment, témoignent de l'exemplarité professorale, de l'exemplarité de l'éducateur. Exemplarité, oui, exemplarité. Mais relisons Rousseau. Une autre erreur que j'ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, livre 4, Émile ou de l'éducation. Écoutez bien, exemplarité professorale. Une autre erreur que j'ai combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, c'est d'affecter toujours la dignité magistrale et de vouloir passer pour un homme parfait dans l'esprit de votre disciple. Montrez vos faiblesses à votre élève, si vous voulez le guérir des siennes, qu'il voie en vous les mêmes combats qu'il éprouve, qu'il apprenne à se vaincre à votre exemple. L'exemplarité professorale n'est pas à chercher du côté de la perfection, elle est à chercher dans la fidélité silencieuse à quelques grands principes. L'exemplarité professorale, et c'est ça qui rend le professeur respectable aux yeux de ses élèves, c'est cette fidélité obstinée et silencieuse à quelques grands principes. De sorte que ce n'est pas un paradoxe de dire que l'exemplarité professorale est une exemplarité ordinaire. Voilà mes trois principes qui pourraient organiser une déontologie enseignante, mais aussi une déontologie des chefs d'établissement, s'ils souhaitent en faire une. Sobriété normative, pas trop de normes. Des normes qui peuvent être légitimement endossées par l'ensemble des professionnels, et enfin, qui tairaient les raisons d'entrer dans le métier et laisserait de côté l'idée héroïque d'un chef d'établissement parfait ou d'un professeur parfait, d'un professeur idéal. Je voudrais conclure, et très bavard peut-être. Non, vous avez le temps. Je voudrais conclure en soulignant la spécificité du lieu scolaire. Où sommes-nous? Nous sommes à l'école. Philosophiquement parlant, l'école a 4 grandes propriétés. Elle est d'abord un lieu spécifique de transmission et de formation. Formation intellectuelle et morale. C'est un lieu spécifique de transmission et de formation. Voilà la première caractéristique de l'école d'un point de vue philosophique. Je passe sur transmission, formation. Chacun le voit que l'école est un lieu de transmission et de formation. Mais je ne dis pas seulement que l'école est un lieu de transmission et de formation, je dis que c'est un lieu spécifique de transmission et de formation. Spécifique en un double sens. En un double sens. Spécifique parce qu'à l'école, il y a des professeurs et des élèves, des éducateurs et des éduqués, des enseignants et des enseignés. C'est un lieu bicolore, l'école. C'est un lieu bicolore. Loin de la bigarrure du monde dont parlait Philippe Ariès. Et puis, spécifique parce que ce que l'on transmet à l'école est consigné dans des programmes, dans des curricula, dans des référentiels de compétences. Bien sûr qu'il y a d'autres lieux de transmission que l'école.
La famille est un lieu de transmission. Le travail est un lieu de transmission. La rue peut être un lieu de transmission. Mais à l'école, la transmission prend un caractère éminemment méthodique, éminemment formel. L'école est un lieu spécifique de transmission et de formation. Deuxième grande propriété de l'école, c'est un lieu intermédiaire, l'école. Et on l'a un peu dit ce matin. Et comment ne pas citer Hannah Arendt, grande philosophe allemande, naturalisée américaine, qui, dans la crise de la culture, dit ceci: l'école n'est en aucune façon le monde et ne doit pas se donner pour tel. C'est plutôt l'institution qui s'intercale entre le monde et le domaine privé qui constitue le foyer. C'est l'institution qui s'intercale, qui se calentre entre le monde privé, l'oikos, la domus, le monde domestique et le monde, que nous le dédoublions ce monde en monde du débat public et politique ou en monde de la production des biens et des services. L'école est ce lieu qui s'intercale, qui est intermédiaire entre l'espace domestique et le monde. Et ce que dit Hannah Arendt, Durkheim l'avait déjà dit, le philosophe Alain l'avait dit, Hegel l'avait dit, bien des philosophes, bien des grands sociologues, avant Hannah Arendt, l'avaient dit. L'école est un lieu intermédiaire. Et comme elle est intermédiaire, elle est en même temps transitionnelle. Elle organise le passage de l'espace domestique vers le monde du débat public et politique et vers le monde de la production des biens et des services. Intermédiaire, donc transitionnel, transitionnel, donc intermédiaire. Il n'y a pas équivalence. Intermédiaire et transitionnel, ce n'est pas équivalent. Il y a plutôt une implication réciproque. C'est parce que l'école est un lieu intermédiaire qu'elle est transitionnelle. Et c'est parce qu'elle est transitionnelle qu'elle se trouve entre. Troisième propriété, et avant-dernière propriété, c'est un lieu d'exercice, l'école. C'est un lieu où l'on se prépare. C'est un lieu où l'on s'entraîne. C'est un lieu propédeutique. L'école a le sérieux du monde, dit Hegel. Oui, mais elle n'en a pas la dureté. Elle n'en a pas la dureté. Parce qu'on ne paie pas le prix fort toutes ces bêtises et toutes ces erreurs. Les conséquences des bêtises et des erreurs ne sont pas supprimées à l'école. Amorties. L'école est un lieu d'exercice. L'école est un lieu d'entraînement. Et donc un lieu de simulation. Un lieu où les effets des bêtises sont amortis. Pour que, précisément, ne vienne pas la dureté. Et enfin, quatrième propriété, l'école est un lieu hospitalier. En tout cas, elle doit l'être, l'école, si elle veut être fidèle à son idée. L'école ne peut pas être réservée à quelques-uns, parce que chacun est convié à réaliser en lui l'idéal d'humanité. Donc c'est parce que l'école enseigne à tous qu'elle n'a pas tout à enseigner. Ce n'est pas la totalité, c'est l'hospitalité qui la caractérise. Et l'hospitalité, c'est peut-être l'autre nom de la laïcité. Je terminerai en disant ceci: préserver la singularité du lieu scolaire, préserver l'autonomie de l'acte d'enseigner et d'éduquer, passe aujourd'hui, en ces temps agités, par l'assomption d'une éthique professionnelle claire. Mieux, passe par l'assomption d'une déontologie publique. Merci. Merci. En attendant qu'on... Merci pour la qualité aussi d'intervention. Donc ici, où on a vu tout à fait un autre éclairage, mais qui complète parfaitement le sujet du jour. Peut-être première question dans notre salle, de manière à laisser le temps de nous organiser. Donc après, nous démarrerons peut-être département par département, puisqu'on n'a pas l'image. Si vous m'envoyez des SMS, je pourrai en fait vous redonner la parole dans les salles. Merci. Pour nous,
Dijon, première question, la plus difficile peut-être. Le temps d'une digestion de cette grande parole. Peut-être, Monsieur Prérat, vous savez aujourd'hui qu'on parle depuis quelques années d'une école exigeante et bienveillante. N'est-ce pas aujourd'hui justement la bonne occasion de pouvoir parler de la déontologie en associant en fait réellement l'ensemble des professionnels de l'école à cette mission qui est la leur aujourd'hui, d'enseigner, d'éduquer, d'accompagner, de faire réussir plus d'élèves dans une école aussi exigeante et bienveillante? Oui, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'exigence. J'ai eu le sentiment, mais peut-être je me trompe, en tout cas c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'un sentiment à mesure, que ce qui avait été retenu du message, c'est une école bienveillante, ce qui est sans doute une très bonne chose, mais une école bienveillante et exigeante. Oui, sans doute le moment est venu. Moi, ça fait quelques années que je travaille sur cette question de la déontologie, et quand j'ai commencé en milieu des années 2000, j'avais vraiment eu le sentiment de revivre ce que j'avais pu vivre quand j'ai ouvert le débat sur la sanction. Je me confesse un peu en vous disant ces choses-là, mais quand j'ai ouvert le débat sur la sanction dans les années 90, j'ai eu le sentiment que je disais des choses incongrues. Le sentiment que si j'avais commencé quelques années plus tôt, je me serais fait traiter de fasciste à parler de cette question de la sanction, alors qu'elle est constitutive évidemment du processus éducatif. Il n'y a pas d'éducation sans sanction. Et j'ai eu le même sentiment durant le débat sur la déontologie il y a une dizaine d'années, mais j'ai le sentiment que là, on est dans un processus accéléré. Je ne sais pas si je me trompe, cette idée qui apparaissait comme une stratégie de caporalisation du corps professoral apparaît aujourd'hui à la fois comme un outil de protection et comme un instrument de travail pour véritablement faire corps et mieux travailler. Et peut-être que le moment arrive. En tout cas, il faut associer les professionnels. Une des idées que j'ai essayé, c'est que c'est le corps qui se donne à lui-même des règles dans une déontologie. Ça ne voudrait pas dire que le corps professoral les fait toutes seules dans son coin par ses représentants. Bien entendu, il devrait discuter avec la tutelle et il faudrait sans doute qu'il y ait un passage au dehors, voir les associations de parents d'élèves. Mais en tout cas, une déontologie, c'est toujours un processus qui est porté par le corps. Quand vous regardez l'histoire des déontologies professionnelles, celle des journalistes, celle des médecins, celle des architectes, c'est toujours un processus qui est porté par le corps professionnel. Ça ne vient jamais du dehors. C'est pour ça, accréditer la thèse d'une déontologie comme cette main qui viendrait du dehors organiser les pratiques est complètement contraire à l'histoire des déontologies professionnelles. Sans doute, espérons-le en tout cas. Auxerre, j'ai une question. Est-ce que vous nous entendez? Une question Auxerre. Oui. L'idée d'un code de déontologie est-elle adossée à l'idée... Ah bah là, ça va être compliqué, oui. Je recommence? Oui, allez-y. L'idée d'un code de déontologie est-elle adossée à l'idée d'un ordre des enseignants, comme peut exister l'ordre des médecins? Déontologie et l'ordre. Alors je réponds oui, mais quelle est la question? Mais alors, effectivement, pour reprendre alors l'histoire de la déontologie médicale, historiquement, c'est porté par le syndicat, dans la tradition des médecins français. Le processus s'engage à la fin du XIXe siècle, et les médecins qui travaillent sur l'idée
de se donner un certain nombre de règles, s'aperçoivent que très peu de personnes sont membres du syndicat, et donc c'est la question même de l'autorité des règles que ferait ce syndicat des médecins qui est en cause. Et donc ils décident de créer un ordre où tout médecin devra être membre, et c'est cet ordre qui sera porteur des règles. Alors, est-ce qu'il faudrait un ordre? C'est le débat au Canada, ça, où différentes provinces se consacrent comme ordre enseignant pour précisément avoir une déontologie. Il doit y avoir 3 provinces maintenant au Canada qui sont dotées où le corps enseignant est doté d'une déontologie. Alors, pas nécessairement, mais il faudrait qu'il y ait des commissions. Alors là, tout à élaborer, si je puis dire, hein, parce que le sujet est vierge. Mais sans doute élaborer des commissions paritaires, alors à un niveau académique, avec des professionnels et des personnes extérieures qui pourraient être saisies et qui auraient à examiner les questions d'ordre éthique, déontologique qui se posent. Voilà. Je ne pense pas que l'on ait à créer véritablement un ordre. Voilà. Mais c'est vrai que les professions libérales, puisque c'est né dans les professions libérales l'idée déontologique, avec l'idée, c'est ça qu'il faut bien comprendre, l'idée donnons-nous des règles avant qu'on nous les donne. C'est comme ça que naît les déontologies dans les professions libérales. Donnons-nous des règles avant qu'on nous les donne. C'est le mot d'ordre des journalistes quand ils créent leur déontologie en 1918. Si nous ne nous donnons pas des règles, on va nous en donner. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que, je n'ai pas trop réfléchi à cette question, mais que l'on soit obligé de se doter d'un ordre à proprement parler. Mais sans aucun doute, il faudrait une instance pour faire vivre après ce code, qui ne manquerait pas d'être... Merci. Saône-et-Loire. Oui, vous m'entendez? Pensez-vous que le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation, un arrêté de 2013, est une première pierre à l'édification d'une déontologie professionnelle de l'enseignement? De 2013, référentiel professionnel. Sans doute, mais aussi ça participe peut-être aussi d'un phénomène de dispersion. Car ce que l'on peut voir, c'est que les recommandations déontologiques, il y en a déjà toute une série qui existent, mais elles sont dispersées, à la fois dans le code de l'éducation, dans les circulaires, et donc à la fois oui, ça participe, et en même temps ça augmente l'effet de dispersion des recommandations déontologiques. Donc il faudrait les regrouper, me semble-t-il, toute une série de recommandations qui existent déjà et qui sont éparses, et sans aucun doute complétées par d'autres règles. Donc c'est sans doute un pas, oui. Mais en même temps, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est l'effet d'éparpillement qui existe. Département de la Nièvre. Alors, à Nevers, est-ce qu'on nous entend? Oui, alors je vais me permettre de poser une question. Merci. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc, je crois que nous sommes nombreux à être convaincus par la nécessité de doter la profession d'une déontologie, les professions d'ailleurs, chefs d'établissement, CPE, enseignants. Et on peut imaginer quelle place serait assignée à la laïcité dans cette déontologie. Mais est-ce que cette déontologie nous apporterait des réponses pratiques pour obtenir l'adhésion des familles à la notion de laïcité que nous leur proposons? Et est-ce que ça nous donnerait des outils pour, du point de vue des droits et des devoirs des élèves, la faire mieux respecter? Alors écoutez, je crois que ce que l'on peut attendre d'une déontologie, c'est ce que j'ai essayé d'avancer sous la forme de cinq arguments. Ce n'est pas un remède miracle. Je crois que tous ceux qui voudraient présenter
la perspective déontologique comme un remède miracle seraient des imposteurs. Évidemment, il n'y a pas de remède miracle. Je pense que c'est un outil qui permet d'augmenter la cohésion, la cohérence, la consistance. Voilà une belle vertu. Il faudrait faire l'éloge de la consistance. On a souvent fait l'éloge de la constance, qui est une belle vertu dans le travail éducatif, ou de la cohérence, qui est également une belle vertu, mais la consistance en est aussi une autre. Et je pense que le corps gagnerait en consistance. Alors, est-ce que ça aurait un effet pédagogique sur les droits et devoirs des élèves ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça ne ferait pas de mal de voir que les adultes eux-mêmes sont pris dans une logique des droits et des devoirs, qui ne sont bien évidemment pas les mêmes droits et devoirs que ceux des élèves. Pour partie, ils peuvent l'être, mais qui sont différents bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas en même position de responsabilité. Mais il pourrait effectivement y avoir un effet pédagogique de voir que les professeurs, les adultes, les éducateurs sont eux-mêmes pris dans une dialectique des droits et des devoirs. Je crois qu'il n'y a rien de pire, évidemment, que d'accréditer l'idée que l'éducateur, l'adulte, serait au-delà, lui, de toute la dialectique des droits et des devoirs, serait en quelque sorte hors droit et hors devoir, serait dans un fonctionnement quelque peu discrétionnaire, voire arbitraire. Donc s'il y a un effet pédagogique, je crois qu'il est celui-là. Cela étant, je voudrais rajouter ce point-là sur la question des valeurs. L'école a une tâche de transmission des valeurs, mais c'est un paradoxe, cette question-là. On dit, oui, l'école doit transmettre des valeurs, qu'elle y aille, qu'elle les transmette, les valeurs. Et on va faire la liste des valeurs à transmettre. Simplement, vous voyez bien ce que c'est qu'une valeur. Il y a trois choses dans une valeur. Il y a un contenu intellectuel, une idée. Si je prends la valeur justice, donner à chacun la part qui lui revient. Voilà l'idée intellectuelle qu'il y a dans la valeur justice. Mais on ne peut pas réduire la valeur à l'idée qui la constitue. Une valeur, ce n'est pas un concept. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Une valeur, c'est ce qui vaut, comme le terme l'indique. Ce qui vaut pour moi. Ce que je décide de valoriser librement. Je me dis, tiens, dans le champ des possibles symboliques, c'est une belle idée, l'idée de justice. Ça, je vais la faire mienne. Je sens que je vais bien me sentir avec cette idée de justice ou de tolérance. Et puis, il y a un troisième ingrédient dans la valeur, c'est ce qu'on appelle la dimension conative de la valeur. C'est-à-dire, elle irrigue les comportements. Si vous voulez connaître les valeurs de quelqu'un, écoutez-le un peu, mais regardez-le surtout beaucoup faire. Vous serez édifié. Vous voyez où est le paradoxe dans la transmission des valeurs? C'est que nous, professeurs, nous, éducateurs, nous devons transmettre les valeurs de respect, d'égale dignité des personnes, de tolérance, de justice. Mais d'un autre côté, le néoi, le nouveau venu, comme dit Hannah Arendt, ne peut que les choisir librement, ces valeurs. Il ne peut que les choisir librement. Des valeurs, ça se choisit librement. Alors comment sortons de ce cercle où l'on doit, nous, professeurs, nous, éducateurs, transmettre les valeurs, mais celles-ci ne peuvent, en dernière instance, qu'être librement choisies par les nouvelles générations. Il n'y a qu'une manière de sortir de ce cercle, c'est de rendre la valeur désirable. Et on peut la rendre désirable de deux manières, par le fonctionnement de l'institution, par le fonctionnement de l'établissement et par l'exemplarité professorale. C'est comme ça que l'on adhère à la justice. C'est que l'on a rencontré des personnes qui, à un moment donné, exprimaient quelque chose qui était de l'ordre du juste. Et ça a rendu la valeur de justice désirable à nos yeux. On ne fait pas l'économie d'une forme d'exemplarité dans le travail d'éducateur ou de professeur, mais d'une exemplarité au sens rousseauiste, si je puis dire. Je ne suis pas un grand rousseauiste,
Parce que la grande faiblesse de Rousseau, vous le savez, c'est que Rousseau, c'est quelqu'un qui ne pense pas l'école. 1762, du contrat social, il pense la question politique, Émile ou de l'éducation, et il ne pense pas le lieu où on articule l'éducation et le politique qui est l'école. C'est une faiblesse terrible de Rousseau, ce qui n'est pas la faiblesse de ses contemporains, Condorcet ou Kant. Voilà. Mais sur le point de l'exemplarité, je crois qu'il a raison. L'exemplarité d'un éducateur n'est pas à chercher du côté d'une improbable perfection qui, à tout prendre, serait étouffante et nous ferait faire marche en arrière si nous étions les néoïs, les nouveaux venus, mais elle est plutôt dans une fidélité obstinée à quelques grands principes. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Elle a peut-être donc, pour revenir à votre question, des effets pédagogiques. Je ne veux pas trop présenter la déontologie comme un remède miracle. Voilà. Je crois que il faut voir les points forts, mais voilà, il ne faut pas manquer de discernement. Je crois que c'était le mot ce matin. Engagement, discernement. Oui. Engagement et discernement. Pardon. Auxerre, une question sur Auxerre. Sur la salle de Dijon, il faudrait préparer aussi, vous êtes un certain nombre d'enseignants. J'aimerais bien avoir votre point de vue aussi, que vous puissiez, vous, en tant qu'enseignant du premier degré, du second degré, comment est-ce que vous percevez, justement, imaginer, arriver, déontologie de l'enseignant. Auxerre. Auxerre. Un des collègues dit, de votre conclusion, il semble tirer l'idée suivante, c'est que parce que l'école est un lieu extraordinaire au sens premier du terme, il y a donc nécessité que la laïcité s'y applique, et c'est comme cela qu'on permettra d'y acquérir le libre examen. Est-ce que le collègue a raison de penser cela? Est-ce que le collègue a raison de penser cela? Oui. Dans mes cas de propriété, je n'ai peut-être pas beaucoup insisté, mais comme Abdel Bidar avait fait, comme ce lieu qui est un peu en retrait pour précisément apprendre à penser, à avoir un esprit critique au sens étymologique du terme, krinaï en grec, trier, les bonnes idées, les mauvaises idées, les vrais arguments des faux, les sophismes de vrais raisonnements. Sans doute faut-il que ce lieu soit un peu à l'écart pour que ce travail puisse être fait de manière sereine. Il y a d'ailleurs sans doute un réexamen critique à faire des pédagogies nouvelles qui nous enjoignaient fortement à ouvrir l'école sur le monde et à faire même de l'école la vie. Or, l'école ne doit pas être la vie, justement. Elle ne doit pas être la vie. Peut-être ce karaté, mais les pédagogies nouvelles ont amené beaucoup de choses. Sans doute le souci des intérêts de l'élève, qui avait été peut-être un peu occulté par les pédagogies traditionnelles. D'ailleurs, il faudrait parler des pédagogies traditionnelles au pluriel. On dit la pédagogie traditionnelle et les pédagogies nouvelles. Non, il y a des pédagogies traditionnelles, comme il y a des pédagogies nouvelles. La pédagogie de Buisson, c'est pas celle de Durkheim, c'est pas celle d'Alain, c'est pas celle de tel autre. Donc là aussi, il y a à pluraliser les choses. Peut-être ce qu'a raté les pédagogies nouvelles, ce qu'elle n'a pas compris de la vérité que charriaient les pédagogies traditionnelles, c'est que tout travail éducatif est une conquête pour celui qui entre dans le processus éducatif. Tout n'est pas soluble dans l'animation, le jeu. Voilà. C'est ça qu'il faut faire sentir. C'est pour ça que l'école doit être bienveillante et exigeante. Car tout travail éducatif est une conquête. Voilà. Je crois qu'Alain dit de très belles choses sur cette question-là. Et sans doute les pédagogies nouvelles, en tout cas, certaines nous ont un petit peu leurrés sur cet aspect de l'effort et de la conquête.
Et cette conquête exige un lieu qui soit un peu à part. Alors, dans un certain nombre de mes travaux, j'ai expliqué qu'il ne devait pas y avoir une pure clôture de l'école. C'est un débat. Il ne doit pas être totalement ouverte sur la vie, bien évidemment, parce qu'elle a des enjeux spécifiques à mener, l'école, mais elle ne doit pas être dans une pure clôture. J'ai parlé de porosité métabolique pour caractériser ce statut un peu étrange qui est le statut de l'école. C'est-à-dire que l'école doit laisser entrer, par exemple, quelques principes du droit en son sein. Vous voyez bien qu'elle est à la fois en retrait de la vie, mais elle doit préparer à la vie. Donc, elle doit être sans doute à l'écart de la vie, mais elle ne doit pas être dans une pure clôture par rapport à la vie. Alors, toute la question est de savoir, par rapport au droit, de savoir quel type de droit on laisse entrer, l'école laisse entrer en son sein, quoi. Donc, mais oui, pour revenir à la question, il faut que ce lieu soit un lieu extraordinaire, un peu à l'écart, pour s'acquitter de cette belle mission qui est d'apprendre à penser et d'hériter de ceux qui nous précèdent. Parce qu'on ne peut rien faire si on n'hérite pas. Si on n'hérite pas. Madame la directrice. Le recteur qui arrive. Je disais tout à l'heure, peut-être un enseignant qui pourrait peut-être réagir. Non? Donc vous adhérez totalement en fait à l'idée qu'il puisse y avoir un jour une déontologie. Ça réagit quand même, finalement. En attendant Monsieur le recteur, il arrive. Il est dans le couloir. Ah, pardon, j'avais pas vu. Bon. Cette journée arrive à la fin. Je voudrais particulièrement déjà citer, parce que nous l'avons fait, mais peut-être pas suffisamment assez, enfin tout au moins pour qui n'engage que moi déjà. Je voudrais remercier Georges Alban à Nevers, le proviseur du lycée Raoul Follereau qui nous a accueillis aujourd'hui, la proviseure Elisabeth André qui est à Émile-en-Gauthier à Chalon-sur-Saône, monsieur le proviseur du lycée Fourier à Auxerre, monsieur Jean-Marc Vatinet, vous remercier pour aussi la réactivité parce que c'est vrai que monsieur le recteur le disait ce matin, les dates ont pu parfois être bousculées, les lieux aussi. Bien sûr, madame la proviseure du lycée Carnot et toute son équipe qui vous avez eu, vous, à réagir un peu plus dans l'urgence que peut-être les trois autres lieux. Vraiment remercier aussi, je ne peux pas le faire, le quitter sans cela, Mireille Andriano, Benoît Claire, France Verret, du pôle vie scolaire, qui, je le sais, vos convocations ont été tardives, mais vous savez, c'était un travail assez lourd, vous les avez reçus hier. Les lieux, ça ne vous a pas échappé que ça avait changé. Donc vraiment remercier aussi ces personnels qui ont passé au-delà en fait de leurs horaires pour pouvoir faire que vous soyez avec nous. Et puis vous remercier tous aussi, mais monsieur le recteur. Bon, j'étais discrètement assis dans la salle. Excusez-moi, monsieur. Mais très bien, écoutez, difficile de conclure quelque chose à laquelle on n'a pas assisté intégralement. Simplement, moi aussi m'associer aux remerciements, mais peut-être vous remercier, Lionel Jeanneret et la vie scolaire de cette académie pour le travail fait. Pas en urgence, parce que ça faisait un moment que c'était fait, mais pour l'adapter aussi à la nécessité de réagir aux urgences ce traumatisme collectif des attentats de janvier a pu constituer. Je voudrais simplement vous dire que c'est le début d'une vraie réflexion que nous avons ensemble. Je suis heureux de voir que
Il n'y a pas que l'éducation nationale non plus, ou du moins les structures des établissements représentés ici. Je crois qu'il y a toujours les collègues de l'ESP, il y a toujours le collègue du coordinateur de la journée des citoyens aussi. Et de vous dire que, pour conclure très simplement, nous avons du pain sur la planche. Nous savons à quel point finalement les racines sont peu profondes de notre vivre ensemble aujourd'hui, et que eh bien on ne fait pas grimper les feuilles d'un arbre sans enraciner mieux ce qui se passe sous la terre. Et que les événements récents et les mobilisations récentes nous conduisent simplement à avoir les yeux grands ouverts déjà sur la réalité de la mise à mal du vivre ensemble dans notre société française, et que nous trouvions avec tous les partenaires, avec les associations dont j'ai vu que certains étaient encore présents, avec les cultes aussi, dont aussi un collègue est présent aujourd'hui, que nous trouvions les modalités pour mieux travailler le sentiment d'appartenance de nos collègues enseignants. On parle souvent tout à l'heure, le collègue ce matin le disait, de communauté éducative. Faisons-la mieux vivre, ayons vraiment ce souci de cultiver la communauté d'appartenance à ces valeurs dans le corps enseignant, dans la communauté éducative, de façon à ce qu'il soit là aussi mieux diffusé, mieux implanté par nos enseignants au sein de la communauté de classe. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Je crois que ce que la ministre nous demande de faire pour la rentrée, de mettre en place cet enseignement moral et civique un peu en urgence, eh bien, il va falloir qu'on s'y prépare collectivement, il va falloir qu'on trouve les modalités adéquates, sans réinventer l'eau chaude ou l'eau tiède, peu importe, mais simplement en essayant de faire en sorte que le professeur d'histoire-géographie ne soit pas le seul mobilisé, que le professeur de biologie ne soit pas le seul mobilisé. Toutes les matières doivent pouvoir contribuer à l'enracinement de ce vivre ensemble. Et je sais que j'en parlais au personnel de direction et d'encadrement il y a quelques jours, mais quand on aura réussi à faire en sorte que notre enseignement soit aussi plus dialogué dans les classes des écoles, des collèges et des lycées, on aura aussi gagné quelque chose dans la qualité du vivre ensemble. Donc des grandes choses avec des grandes valeurs essentielles de notre société, des petites choses et une vraie mutualisation comme on a réussi à faire aujourd'hui sur une région entière, 4 départements et avec 2 intervenants de très haute qualité. Donc merci beaucoup à tous et puis bon courage. Vous pouvez là comme sur d'autres choses, comptez sur l'inspectrice d'académie, comptez sur les personnels de direction et d'inspection, vous êtes nombreux dans la salle, pour que collectivement, avec moi, on arrive à accompagner mieux les équipes sur ces notions qui ont quand même été largement négligées dans la formation des enseignants. Merci beaucoup et Bon. Un mot ? Non. Voilà. Simplement. Simplement pour ceux qui veulent aller aussi un peu plus loin, donc la morale du professeur Éric Prérin qui est disponible, et ce matin en fait Abdenour Bidar aussi. Sachez que son dernier ouvrage est prévu en sortie dans les librairies au 18 ou 16, je ne sais plus, 18, je crois c'est le 18 février. Merci à tous. Et je vois que la salle s'est réchauffée dans l'après-midi. Oui. Je veux y voir plutôt l'esprit collectif que le soleil qui passe à travers les fenêtres. Merci beaucoup. Merci aussi dans les 3 autres départements. De chercher la façon dont elle peut s'inscrire de façon féconde comme principe pour le vivre ensemble d'une société multiculturelle. Il y a là un défi nouveau pour elle, qui demande à ce qu'un certain nombre de ces principes soient repensés. C'est ce que nous faisons à l'Observatoire de la laïcité. La laïcité, nous sommes toujours en train de produire du texte
c'est-à-dire de produire du texte en fonction de nouveaux contextes. Nous disons, voilà comment le principe de laïcité peut s'appliquer dans telle et telle collectivité, où se pose tel ou tel problème nouveau, qui ne se posait pas autrefois. Bon. Mais l'effort doit être fait aussi du côté des cultures religieuses. C'est-à-dire que les cultures religieuses, elles aussi, sont confrontées avec, pas seulement la laïcité française, mais avec le fait que nous sommes dans des sociétés multiculturelles, à des questions nouvelles. Il est évident, par exemple, que, pour prendre le cas que je connais le mieux, le cas de l'islam, il est évident que la culture religieuse de l'islam ne peut pas être vécue de la même façon dans un pays musulman où l'islam est une religion majoritaire, voire parfois la seule religion qui existe. Je dis ça sans jugement de valeur, hein, c'est pas... et une situation où les individus, les personnes de culture musulmane sont continuellement dans la société avec des personnes qui n'ont pas la même culture religieuse qu'elles. Donc il est évident, ça tombe, je dirais, sous le sens humaniste de n'importe qui, il est évident que là aussi la culture religieuse a des efforts à faire pour s'adapter à des situations qui sont des situations très déstabilisantes pour elle. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un recteur de mosquée qu'on entend beaucoup, qui est vraiment un homme de bien, qui s'appelle Tarek Obrou, qui est le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui dit la chose suivante. Il dit aux jeunes filles musulmanes, ne considérez pas le voile comme une obligation religieuse en France. C'est un recteur de mosquée qui dit ça, c'est pas un philosophe hérétique comme moi. C'est un recteur de mosquée. Et il dit pourquoi? Parce que, en fait, même si le voile fait partie de la loi religieuse, de ce qu'en islam on appelle la charia, là, vous êtes dans une situation de minorité culturelle. Et donc, il faut une loi religieuse adaptée à la situation de minorité, dans laquelle vous devez tenir compte de l'environnement. Donc, il y a à partir de là, vous pouvez considérer que vous pouvez enlever votre voile. C'est intéressant comme position. C'est intéressant. Moi, en tant que philosophe, ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait pas parce que je considère que ce n'est pas un responsable religieux, c'est-à-dire un maître de religion, ou un conseiller spirituel de dire aux croyants ce qu'il doit faire. Il peut donner un conseil, mais c'est ensuite, effectivement, à chacun, en son âme et conscience, de choisir. Bon. Il n'empêche que, encore une fois, si la laïcité est confrontée à de nouveaux défis, les religions aussi, dans le monde contemporain, sont confrontées à des défis absolument considérables. Pour une autre raison. C'est que, et c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure que je vous disais que j'étais un peu sceptique par rapport à l'expression de retour du religieux, les religions, pendant ce qu'on a appelé les époques religieuses, les religions ont toujours été au cœur des différentes civilisations. C'est-à-dire qu'elles ont été en position normative. Aujourd'hui, les religions, où que ce soit sur la planète, même dans les pays qui nous apparaissent très religieux, comme l'Inde ou certains pays du monde musulman, etc., la religion est un fait social parmi d'autres, un phénomène culturel parmi d'autres. C'est-à-dire que la religion s'est secondarisée. Elle n'est plus du tout en position d'être la norme, d'être la seule référence, d'être la seule autorité, etc. etc. C'est très déstabilisant pour les religions de se retrouver ainsi secondarisées. Et donc, à partir de là, elles sont nécessairement aujourd'hui engagées dans un travail qui est un travail autocritique, dans un travail qui consiste à essayer de se repenser, de se réinventer, pour que chaque individu puisse avoir le sentiment dont il a besoin, qu'à la fois il peut être fidèle à un certain nombre d'héritages, et en même temps que cette fidélité ne l'oblige pas à vivre dans le passé, mais lui permette d'être un homme de son temps. Bon, donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a l'inquiétude des professeurs face aux théories du complot. Là aussi, il y a une mobilisation de l'école tout à fait particulière, parce que les théories du complot, elles n'arrivent pas par n'importe quel canal, elles arrivent par le canal d'Internet. Et là, l'école dont on n'arrête pas de parler, c'est-à-dire l'école du numérique, va avoir une sacrée responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est d'éduquer les élèves à une vigilance critique et une capacité critique par rapport à tous les contenus qui leur arrivent par Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question pour l'école est comment se fait-il que les élèves soient dans une situation de telle crédulité, pas tous les élèves bien entendu, mais par rapport à ce qu'ils trouvent sur Internet. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui aggrave l'inquiétude des professeurs, c'est que pour beaucoup des professeurs de l'école aujourd'hui, le fait religieux, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur culture, ni professionnelle, ni personnelle. Nous avons des générations de professeurs qui sont hyper sécularisés, pour lesquels la religion n'est même plus un résidu de tradition familiale.
Ça ne fait tout simplement pas partie, la question religieuse, de leur univers. Et tout d'un coup, ils trouvent en face d'eux des jeunes qui grandissent dans des milieux religieux dans lesquels l'affirmation religieuse est très forte. Ça existe beaucoup du côté des musulmans, mais pas uniquement évidemment du côté des musulmans. Vous avez un revivalisme chrétien, vous avez des milieux juifs dans lesquels la religion est très importante. Et donc le professeur va se retrouver en face de lui avec un élève qui est, je dirais, pour lui une étrangeté anthropologique, c'est-à-dire l'étrangeté d'un individu qui a ce qu'on appelait nous autrefois dans nos sociétés la foi du charbonnier. C'est-à-dire qui croit en sa religion et en la vérité de sa religion comme une certitude absolue. Alors pour le professeur, c'est complètement étrange, parce que lui, il vit au contraire, étant complètement sécularisé, dans un univers relativiste, mouvant, où, effectivement, on peut croire, on peut ne pas croire, etc. Et puis tout d'un coup, il se retrouve complètement démuni, dans une insécurité à la fois intellectuelle et professionnelle totale, parce qu'il a en face de lui un phénomène qu'il ne sait pas interpréter. Donc là aussi, il y a un enjeu en termes de formation, c'est-à-dire comment faire pour que nos professeurs ne soient pas face à l'affirmation religieuse qui les déstabilise énormément, aussi déstabilisés qu'ils le sont aujourd'hui, dans la mesure où ils sont les enfants d'une époque qui ne sait plus appréhender, de façon très majoritaire en tout cas, qui ne sait plus appréhender ce phénomène qu'on appelle la croyance religieuse. Merci beaucoup. Nous aurions encore passé sûrement beaucoup de temps à pouvoir échanger avec vous. Merci pour toute cette qualité des entretiens. Simplement, avant de laisser monsieur le recteur le petit mot de fin de matinée, vous donnez rendez-vous encore à 14h. Ou 14h, nous aurons Éric Prérat qui, de la même manière, dans la perspective d'un enseignement laïque de la morale à l'école, la réflexion d'Éric Prérat présentera l'atout indiscutable de rendre clair et accessible la plupart des notions relatives au débat sur la question éthique, départageant ce qui relève de la fonction du professeur et de sa professionnalité. Ce sera une bonne continuité, mais il nous faudra en fait continuer de poursuivre cette réflexion de la pédagogie de la laïcité, qui vraiment est un excellent outil, et je confirme, parce que je le dis toujours en tant que référent laïcité, c'est combien cette charte doit être un outil pédagogique au-delà d'un bouclier de laïcité. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des participants de cette matinée. Merci à l'intervenant de la matinée, comme je remercierai volontiers déjà l'intervenant de l'après-midi aussi. Ici, à Dijon, nous sommes dans une très belle salle, un peu fraîche, mais l'esprit collectif y est. De remercier les présents, ceux qui appartiennent à l'école, comme ceux qui sont les partenaires de l'école, ou ceux qui sont extérieurs à l'école, mais concernés par les choses de l'école. Et vraiment, moi, je tenais à ce que cette invitation soit ouverte. De vous dire que, aussi, je remercie ceux qui ont permis cette visioconférence. Il faut qu'on apprenne, quand on a quelque chose de bien à Nevers, eh bien, s'il y a 400 personnes qui peuvent la suivre par visio à Auxerre, à Mâcon ou à Dijon, il faut qu'on le fasse, et réciproquement, comme on l'a fait aujourd'hui. Je voudrais remercier la conférence remarquable, les échanges. Je voudrais simplement vous dire aussi que ce que nous faisons ce matin, comme ce que nous ferons cet après-midi, il faut que ce soit reproduit à l'échelle départementale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces grands maîtres s'accumulent sans qu'on s'approche de la transformation, sans qu'on discute des questions locales. Et donc je souhaite vraiment, comme la ministre l'a demandé d'ailleurs, qu'il y ait une déclinaison départementale de ces séminaires de la laïcité, parce qu'elle appelle des assises départementales. Vous dire également que les CVL doivent absolument être investis aussi, les comités de la vie lycéenne, pour ceux qui sont extérieurs à l'école, doivent être investis comme les conseils de la vie collégienne que nous avons largement à construire encore dans les établissements. Et de vous dire également que nous travaillons là aussi déjà à la transformation, comme je vous demande d'avoir des initiatives et de transférer vos initiatives les plus fonctionnelles au niveau académique, au niveau national bien sûr aussi. Nous sommes en train de constituer une mallette
pédagogique, laïque du fait religieux pour répondre à la dernière question qui a été posée. C'est vrai que nous sommes en difficulté parfois dans l'école pour répondre à des questions qui tournent autour de faits religieux. Eh bien, il faut que nous apprenions plus. Et puis voilà, je crois qu'on est au cœur de notre métier d'enseignant, apprendre, réapprendre, encore apprendre. On est dans une dynamique de construction des connaissances et je pense que ça s'adresse à tous les enseignants, tous ces membres de la communauté éducative qui nous appartient de mieux faire vivre, comme l'a dit tout à l'heure M. Bidard, mais pas seulement le professeur d'histoire-géographie ou le professeur de SVT, tous les enseignants, premier, second degré, en filière professionnelle ou technologique comme en filière générale, doivent se sentir réellement investis de ces questionnements et des réponses qu'il va falloir apporter dans les classes. Merci beaucoup à tous. À tout à l'heure. En tout cas, merci pour ce bel espace.